Bonjour Monsieur Jean Digne. La culture française aujourd'hui à l'épreuve de la diversité culturelle. C'est très vaste comme sujet, mais ça correspond bien à ce que tu es et à ton parcours. Alors on va le revisiter. Mais j'ai fait partie des gens qui sont nés dans le désert culturel français. Parce que la force parisienne, les régions n'avaient pas de force. Il n'y avait pas des dracs partout. Encore moins quand je suis né, mais quand j'ai pris des responsabilités. Donc moi j'ai vécu dans les lycées publics et je descendais la Canebière pour rentrer chez moi. Et en descendant la Canebière dans ces années, on était encore un pays colonial. Et donc il y avait une présence d'une diversité étonnante sur le port et sur la Canebière. Et quand je rentrais dans ma famille, on était une grande famille dans tout le Copper-Puget. Jamais on abordait, jamais c'était présent, et jamais il y avait quelqu'un de cette multitude de gens qui venaient des quatre coins du monde à l'intérieur de cet espace familial. Oui, parce que tu es né dans une grande famille, disons, aisée de la... Oui, disons bourgeoisie, qui avait un passé de la compagnie Paquet, oui, qui avait réussi à une époque. Mais c'était la fin de sa réussite, puisque les enfants, donc ma mère et ses frères et sœurs, n'ont rien fait, et tout a disparu de cet acquis du passé. Mais c'était aussi une chance que ça disparaisse, et en même temps, cette diversité, c'est pas la diversité, c'était l'originalité de l'espace de la rue, l'espace de la Canebière, l'espace du port, les marchés insolites en plein air, les gens dans une variété de repères qu'ils avaient. Et je rentrais chez moi, je parlais plus, je parlais pas. Il y avait rien, il y avait rien. Et j'ai pas dit ça méchamment, je dis ça, c'était une chance. Parce que comme j'étais élevé dans le rien, que mon père voulait que je prenne sa succession dans l'entreprise qu'il avait, j'ai dit non, je ne suis pas du tout dans ce monde-là, moi je veux découvrir l'autre. Et donc j'ai fait des études à Aix, et puis j'écris une lettre banale au Quai d'Orsay, et j'ai la chance d'avoir, qu'on me choisisse comme coopérant culturel au Maroc. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est l'autre. L'autre, quand je débarque au Maroc, et que j'ai la chance d'avoir un conseil culturel Maurice Fleury exceptionnel, et je peux choisir ce que j'allais faire. L'attaché culturel voulait quelqu'un qui s'occupe un peu de la culture, et j'avais demandé au Quai d'Orsay, comme à l'époque personne n'écrivait, moi j'avais écrit, j'étais président de l'association des étudiants de sciences économiques d'Aix, mais parce qu'on faisait des liens avec Tübingen et avec les jumelles, donc j'avais déjà là, et puis dans les cours j'étais un très mauvais élève, et puis je fais en 68, quand je fais la rupture totale avec ma famille, je demande au CUNED, je veux pas du tout qu'elle s'occupe de moi. C'était pas méchamment, c'est que je voulais construire. Et donc j'habite dans une petite chambre de bonne, et je travaille l'après-midi chez un photographe, et je tire les négatifs de ses clients. Et là j'apprends, en tirant les négatifs de ses clients, la vie personnelle de ses clients, et j'étais dans la première année d'architecture, la propédeutique. Et donc, c'est à la fin de cette année 68 que je pars au Maroc. Alors j'ai la chance on me dit, Jean, vous allez gérer les boursiers, tout ça, officiellement. J'avais 23 ans, je crois, un truc comme ça. Et je dis non, je ne suis pas fait pour ça. Le conseil culturel me dit, écoutez, fais-nous des propositions, j'ai de la chance, à Fleury, et j'ai dit, mais on va inventer avec les Marocains des choses, on va faire... alors, je demande à moi pour... donc, je rencontre Bernard Sauva, qui était chanteur, qui connaissait tout ça, et on fait un cabaret franco-marocain qui a tourné dans tout le Maroc. Je devenais présentateur de Mohamed V, qui était juste à Rabat, et je présentais, il y avait beaucoup de spectacles français, je buvais un peu de whisky parce que j'avais le tract, et je racontais des bêtises, mais ça marchait. Et donc, quand je vois la plage Jamne El Fna, la place à cette époque, et puis comment la Médina, il n'y avait pas d'exemple en France ni à Marseille, de cet esprit de la Médina. Et quand je rentre à Aix, et que donc j'ai la chance d'être parmi les 10 boursiers du ministère de la Culture, je ne savais pas ce que j'allais faire. Quelqu'un me dit, tiens, il lance un appel d'offres, donc je m'inscris,
Et il y avait 40 candidats, et sur les 10, j'ai fait partie des 10. J'étais le seul du Sud, parce que c'était plutôt des gens du Nord, et du Nord de Paris. Et donc, dans le membre du jury, il y avait Catherine Tasca. Oui, l'ancienne ministre. Et il y avait Charles Nug, qui a été mon père adoptif, un homme d'une élégance étonnante, et qui avait l'idée de faire un concept, après les maisons de la culture, de faire des relais culturels. Et le troisième choc, c'est la liaison avec des gens d'une autre génération qui auraient pu être mes parents, oui. Mais quand je dis mon père adoptif Charles Nug, ou des gens qui avaient de l'expérience... Charles Nug. Charles Nug. L'intelligence de cet homme-là, la générosité et la confiance qu'il m'a fait. Alors cette confiance que j'ai reçue à 24 ans, responsabilité, je l'ai fait à chaque occasion, à toutes les responsabilités, j'ai toujours misé sur les jeunes de 25 ans. Je pourrais t'en raconter d'autres. Oui. Et je dis qu'aujourd'hui, il ne faut pas donner un emploi d'avenir pour les jeunes, il faut donner des responsabilités pour les jeunes. Il y avait la ville de Grenoble qui était très intelligente dans cet espace, Aix était en train de bouger, mais il y avait donc des petites villes qui avaient un format humain, il y avait des maisons des jeunes dedans, il y avait un rapport entre le socio-culturel et le culturel beaucoup plus intégré qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas de... On faisait les choses ensemble. Moi, j'allais avec il y avait 2 maisons des jeunes à Aix, à cette époque, mais j'allais voir les professeurs et les jeunes et en disant, ben voilà, on va faire ça, vous avez des idées, ben voilà, moi je vais vous aider à les mettre en œuvre. On faisait les choses ensemble. On ne faisait pas du moi-je, tiens, je vais faire un truc pour le théâtre, Non, on regardait les capacités d'un peuple multi-génération, multi-histoire, à participer à un rendez-vous dans lequel l'espace public, au sens divers du terme, parce que les quartiers, c'est pas considéré comme l'espace public, hein, on parle des cours, des places, mais toute la ville, même un café, c'est un espace public dans la ville. Les villes neuves qui se construisaient, eh bien, il y avait toujours un endroit où les gens... il y avait des marchés provisoires aussi, des marchés provisoires. Les marchés provisoires, celui que je vis ici à Belleville, c'est un foyer du monde entier incroyable. Et les vides-greniers, c'est-à-dire, c'est pas pour faire des achats, mais pour parler avec des gens qui parlent de leur métier. Depuis ma toute enfance, j'ai appris 50% de mon savoir, ils viennent des gens rencontrés par le hasard. Alors, il y a des endroits qui sont construits avec le hasard, et il y a le hasard de hasard. Et Aix-Ville ouverte au Saltimbanque, c'est pour donner au hasard une place particulière. Quand il y a Aix-Ville ouverte au Saltimbanque, tout d'un coup, je propose en 1975 à ce qu'on fasse une école d'été avec ces artistes qui vont enseigner l'art d'utiliser l'espace urbain. Et je la crée à Villeneuve-les-Avignon, dans la Chartreuse, avec la complicité de Bernard Tournois. Et après, à Tournois, je dis, mais on ne va pas rester dans une petite ville, on va aller, puisque après ce temps que je peux parler de l'Afrique, où je suis un de ceux qui a été choisi par l'UNESCO et je reste 1 an et demi, et là je suis plus que marqué, je reviendrai là-dessus, mais Gaston Defer et Michel Peset m'appellent en disant on veut créer l'Office régional de la culture pour la région. Il y en a déjà un créé par Mauroy à Nord-Pas-de-Calais, et on veut que ce soit vous qui le dirigiez. Ils viennent me chercher. J'organise comment on travaille avec un territoire où il y a 900 communes, qu'est-ce qu'on fait avec les maires, qu'est-ce qu'on fait avec les métiers. Et donc j'ai proposé qu'on fasse une caravane qu'on a fait pendant 2 ans s'arrêter. Une caravane culturelle. Oui, alors on a inventé toutes les caravanes. Il y avait un cinéma ambulant, un bibliobus, tout ça, pour s'arrêter dans des petites villes et parler avec tous les habitants. Donc à ce moment-là, il faut situer. Mais j'avais la responsabilité. Juste avant les élections présidentielles, avec l'avènement de Mitterrand. Exactement. C'était avant. C'était donc de 78 à 82. Et je suis parti avant d'ailleurs que Mitterrand soit nommé. Mais donc 82, je ne vais pas rentrer dans les détails de ces 4 ans, mais j'ai appris beaucoup des coopératives agricoles, pas simplement la culture. Parce qu'en fait, cet office régional de la culture, on dit bien, de PACA, était un peu l'anticipation de ce que va devenir les DRAC. Non, les DRAC étaient là, mais elles n'étaient pas toutes là.
Ah, d'accord. Il y en avait En quoi se distingue-t-elle normalement de l'Irak à l'époque toutes les régions. Toutes les régions n'avaient pas une DRAC. La région Provence-Côte d'Azur était importante, avait une DRAC. Oui. Alors, mais des présidents de région comme Mauroy, comme Defer, avaient envie de construire avec leur région et de ne pas passer par l'État parisien. Ah, d'accord. C'était vraiment régional. Oui, d'accord. Et donc, c'était la bataille qu'ils voulaient créer avec les maires des villes, avec les départements, et aussi plus ouvert. Je te montrerai ce catalogue de la région qu'on a fait. On a fait avec les uns avec les autres, on l'a publié, mais montrer une diversité de forces en présence. Le monde rural et agricole, vinicole, les oliviers, tout ça, c'est des gens qui avaient une culture. Bien sûr, oui. Et on a appris beaucoup. Il y a des gens de théâtre qui construisaient avec eux après. Les salles de fête, c'était quelque chose d'important. Et moi, j'avais dit, je vais faire venir un architecte, celui qui a fait le Zénith, là, il n'avait pas encore fait de langue. Et un architecte de talent que j'avais rencontré, je trouvais génial, parce que j'avais fait cette année d'architecture. Et ensemble, on allait, on disait au maire, vous avez un projet de rénovation ou de créer une salle de fête, eh bien, on met à votre disposition un architecte et vous discutez avec lui. Et on a modifié pas mal d'espaces qui étaient à la fois salle des fêtes, mais qui pouvaient être un peu plus attractifs par la qualité d'une vision architecturale, et pas simplement un aménagement. Voilà. C'est un maillage du territoire qui est par le biais de la culture. Voilà. Et donc, je finis cette époque. La gauche au pouvoir passe en 82, et des gens m'avaient repéré, et l'équipe de Lang, de Jacques Lang, me disent de venir pour participer à la décentralisation. Et je m'occupe de la décentralisation artistique. Je m'occupais des conseillers artistiques à mettre en place. Qu'il y ait des gens qui connaissent. Alors donc je suis allé beaucoup sur le terrain. J'ai vu le plus jeune adjoint à la culture qui devait avoir 22 ans, David Caméo, à Angoulême. Je restais en contact avec lui. J'ai vu des gens étonnants et des artistes aussi très étonnants. Parce qu'il y avait beaucoup d'associations d'artistes. Beaucoup plus. Et après, l'État et l'organisation de l'institution ministère de la Culture a récupéré beaucoup, a institutionnalisé. Et moi, je n'ai jamais été dans ce courant de l'institutionnalisation. Donc je suis, comme je dis, plutôt un joker dans un jeu de cartes. Je ne suis pas un as de pique ni un roi de trèfle. Et je fais partie de ces jokers, comme les saltimbanques font partie des jokers de la société. Et donc, Mitterrand nomme un ambassadeur, un ancien directeur du Nouvel Obs, ambassadeur en Italie, parce que Mitterrand était très lié à l'Italie. La femme de cet ambassadeur s'était battue contre Mussolini, et elle dit à son ambassadeur, Gilles Martinet. Oui, elle dit, il faut quelqu'un qu'on nomme à partir sur le territoire de l'Italie du Sud pour construire, parce que les Français s'arrêtent à Venise, à Milan, à Rome, mais ils ne connaissent pas ce Sud-là. Et le conseiller culturel que j'avais connu au Maroc dans un autre métier, il dit à l'ambassadeur, mais il y a un type... C'est pas moi qui m'ai mis le mot, il y a un type absolument génial, mais c'est lui qu'il faut. Demandons à Jandine de faire cette mission. Et il me téléphone, mais comme j'étais pas dans le milieu parisien, il y a une ou deux personnes qui sont pressenties, qui vont à Naples, et qui ont peur de Naples, parce que Naples avait été détruite par un tremblement de terre, et les gens disent, mais je peux pas travailler à Naples, tout ça. Et donc, la demande de l'ambassade est confirmée, et je pars à Naples. J'étais pas demandeur, mais... Naples. Alors, parlons de Naples. Alors, Naples, 6 ans et demi à Naples. 6 ans et demi à Naples. D'abord, j'étais dans un bâtiment exceptionnel. D'abord, en plus, j'avais une fille qui venait d'avoir 1 an. Et la première année, elle a passé à Paris. Et j'avais dit à sa mère, va vite accoucher à Marseille. Je veux pas qu'il ait marqué sur son passeport né à Paris, mais il faut que ce soit né à Marseille. Et à Paris, quand j'allais dans les cafés, tout ça avec elle, c'était plutôt un ennui pour les gens de café. J'arrive à Naples, oh que belle, oh que belle, oh que belle, oh que belle. Un rapport à l'enfance. Oui. Un rapport à l'enfance inouï. J'avais un appartement de 600 mètres carrés avec une terrasse énorme. J'étais dans un bâtiment
historique, propriété de la France, où il y avait le centre de recherche qui était toujours sur le Pompéi à l'archéologique. Il y avait une petite école française de 250, et je me trouve dans un bâtiment énorme. Et à Naples, les artistes n'avaient pas de bâtiment pour eux, pratiquement. Et moi, je me trouve dans une situation d'hospitalité. Je transforme après mon appartement, je le coupe en deux pour que ce soit une résidence d'artiste. Et je me trouve dans une liberté d'accueillir, de partager les choses avec cette variété d'images, d'imaginaires, d'élégance étonnante et de rapports humains que je n'ai jamais connus ailleurs sous cette forme-là à Naples. Et pendant 6 ans et demi, pour le Studio Italie, on fait, je n'ai pas dit on fait des choses que j'aurais pu jamais faire ailleurs. On a fait la première plateforme avec des spécialistes quasi du monde entier, réfléchir aux résidences d'artistes, pour que dans le réseau français à l'étranger, on construise avec des artistes qui passent du temps. Ce n'est pas une résidence informelle, c'est pour les associer à la vie du pays. On a fait, j'ai un rapport, une fameuse sociologue française, des gens des quatre coins, etc. Et ça a donné naissance à la résidence à Tokyo, à Kyoto. Qui est bon, je ne vais pas te raconter les détails, mais j'ai des traces. La deuxième idée que j'ai partagée avec François Roche, malheureusement qui a disparu, qui était au Quai d'Orsay, je lui dis, aujourd'hui, on avait peu d'argent. Hein. Moi, j'avais peut-être 5 000 euros de marge, alors que j'avais beaucoup d'activités internes. Eh bien, on trouvait l'argent en partenariat, il n'y avait pas de problème, on n'a pas besoin d'argent, on trouvait l'argent. Et je dis à cet ami qui était à Paris, faisons une réunion avec des chefs d'entreprise, des grosses entreprises à Naples. On va faire un premier forum, comment les entreprises peuvent investir, faire du mécénat français à l'étranger. Et on loue un avion, un Boeing plein. J'ai des photos de ça, pas du Boeing, mais de... Et pendant 3 jours, avec des chefs industriels et tout, on parle de ça. Et ça a débloqué énormément de choses. François Mitterrand avait un dialogue de tous les 2 ans avec le président de la République italienne. En 89, il fait une rencontre avec le président italien à Naples. Et il y a des gens de son entourage qui disent, mais on va demander à Jean-Dine qui vous raconte un peu le sud de l'Italie, monsieur le président. Et donc le président a passé une journée et demie dans le Grand Palais. Je vais donc le voir. Il y avait évidemment 6 ou 7 personnes de son entourage dans un lieu impressionnant. Et je commence à lui raconter ce que je sais de l'Italie du Sud, de Naples, tout ça. Alors, il avait des passeports qui lui arrivaient, il regardait. Alors je m'arrêtais, il disait « Continuez. » Je continue et je parle comme je te parle là, tu vois, sans parler de Jean-Dine, sans dire vous savez, voilà ce que j'ai fait. Non. J'ai dit Naples, non, vous voyez, là, le peuple était présent là, etc. Je raconte le Naples qui me marque, voilà. Et il me dit, à la fin, je viens voir votre institut. Il avait un rendez-vous au musée archéologique. Il vient voir, il veut aller voir l'institut français, le Grenoble. Personne n'était préparé, encore moins moi. Et la ville était déjà bloquée, parce que 2 présidents, déjà à Naples, quand il n'y a pas de président, c'est bloqué. Et je dis, il faut... Monsieur le Président, je ne sais pas il n'y a rien à préparer, mais vous êtes évidemment l'homme le plus bienvenu. Mais je vais vite y aller pour préparer un petit peu. Et je cours, la ville était bloquée, mais c'est pas intéressant pour toi. Oui. Et je parle aux flics qui protégeaient les 2 présidents. Je leur dis, le président, il ne pourra pas venir à pied de là où il est au centre. Il faut dégager toutes ces rues. Et je parle à une dizaine. Ils le font. 1 heure après, le président arrive dans l'institut. Et moi, comme j'avais des résidences, il y avait des écrivains, il y avait des enfants parce qu'il y avait une petite école. Et Mitterrand se trouve dans un petit village. Et il parle avec tout le monde. Il reste 2 ou 3 heures. Voilà. Et son cabinet était là et tout ça. Et on se parle. Moi, j'avais ma fille sur les épaules. et puis, donc, 6 mois après, son ministre délégué, son ministre Dumas et puis son ministre délégué me téléphone en disant, Jean, on vous donne la direction de la fin. C'est l'Institut français d'aujourd'hui. Oui, l'Institut français. Et la FA était née en 1922.
Et comme je lui dis au départ, mais je ne suis pas fait pour faire la tournée de l'Orchestre de Paris, je ne suis pas fait pour... j'étais membre de droit de 70 conseils d'administration d'institutions officielles. Et chaque fois je lui dis pour quelle raison je ne suis pas fait, il me dit mais c'est pour ça qu'on vous choisit. Vous n'êtes pas fait pour ça. Mais nous on a envie de changer ça. Et donc j'ai été nommé sous-directeur d'échange artistique et directeur de l'Association française d'art artistique qui était presque à ses 70 ans d'existence. Sous-directeur, excuse-moi. Mais après, sous-directeur d'échange artistique, qui n'existe plus. D'accord. J'ai cumulé les deux, mais je ne m'occupais pas de sous-directeur. Oui, et presque tout de suite, j'ai un autre père adoptif, extrêmement discret, Alain Decaux. Alain Decaux, oui. Auquel tu adresses oui. Votre bilan de... Oui, je veux l'arranger un peu, mais voilà, Alain Decaux. Alain Decaux, quand on a lancé en 92 à la demande du théâtre le Cargo 92. Oui. Et ils sont installés à Nantes et il me dit Jean, on a une idée de faire, on voulait s'installer dans un cargo qui était mort, mais juste pour avoir le Royal de Luxe. C'est le Royal de Luxe qui vient me chercher. Et ils me disent, écoutez, on va te faire un rendez-vous avec le maire, il s'appelait Jean-Marc Ayrault, et tu vas négocier pour qu'il achète le cargo. D'accord. Et je vais à Nantes, je tombe sur un maire très sympathique, j'ai gardé un très bon souvenir, et il est d'accord, et je dis, mais le Quai d'Orsay est enthousiaste, faire voyager pendant 6 mois, non pas des artistes dans le cargo, mais on va aménager une rue entière de Naples, de Nantes, et ça sera une rue avec d'accueil pour les artistes d'Amérique latine. Mais les artistes, les 4 compagnies qui sont le Royal de Luxe, la compagnie de danse, la compagnie de X, la compagnie des musiciens, enfin je te montrerai. Et pendant 6 mois, dans toute l'Amérique latine, on construit et on a invité en retour 180 équipes artistiques en France. Quand j'ai fini l'époque AFA, donc je te parle maintenant, à part j'ai eu une année sabbatique. Oui. Le Quai d'Orsay m'a dit passez le concours et on vous intègre totalement. J'ai passé le concours, j'ai réussi, j'ai dit je ne veux pas être intégré. Ah bon? Je ne veux pas être intégré. Je suis resté chargé de mission, mais flottant. Oui, flottant. J'ai gardé ma liberté. Et dans cette année sabbatique, j'ai créé à Manosque les correspondances, parce que je connaissais très bien le maire à l'époque où je faisais l'office régional de la culture, et m'avait dit Jean, j'ai besoin de toi, aide-moi, donne-moi une nouvelle idée. Et donc je lui donne cette idée, on construit ensemble. Et les correspondances. Et après j'ai dit, on va appeler ça les correspondances du monde. Parce que je veux pas, j'ai passé la main parce que je ne voulais pas, mais je me suis occupé quand même. Je te montrais les moyens, les trucs, et puis je voulais que les correspondances, on crée des correspondances ailleurs. On en a créé une à Eisman qui continue à marcher. Je voulais en créer une à Alger. On avait fait une année à Tunis, une année en Belgique. Je voulais que ces correspondances que l'on fait dans les villes, on fasse un réseau des correspondances. Ben oui. Voilà. J'ai pas, ça a été récupéré. Il y a des gens qui, tu sais, moi je suis pas très bon, mais il y a des gens qui ont voulu, une fois que j'ai nommé, j'étais président, j'animais la création, mais après j'avais pas passé mon temps là-bas. Et donc chaque fois les gens te récupèrent ça pour toi. La France, comme en 2001, 2005 en fait, avant 2001 aussi, il y a cette convention pour la défense et l'expression de la diversité culturelle. L'un des animateurs a co-signé, elle a co-écrit avec... Moi j'étais associé à l'écriture de l'UNESCO. Bon. Je fais partie des auteurs. C'est grâce à une plateforme de philosophie formidable. D'abord, la diversité, elle n'est pas singulière, elle est plurielle. Oui. Deuxièmement, la diversité, elle est aussi dans les générations, elle est aussi dans les disciplines, elle est aussi dans les idées, et elle est aussi souvent à des moments précieux, moments où les jeunes, entre l'adolescence et ces 25 ans, ils sont dans une diversité, parce qu'ils savent qu'ils construisent autrement, oui. Etc. Donc, il faut voir... le mot diversité, c'est plus la partie les émergences de la diversité, parce que
des émergences qui nous permettent d'apprendre, parce qu'on voit quelque chose d'émerger, on apprend quelque chose qui émerge. Mais on n'apprend pas forcément quelque chose qui n'émerge pas. Donc il y a une diversité dans l'émergence. Et celle-là, elle est potentiellement dynamique aujourd'hui. Oui. Moi, je suis très très choqué que ceux qui habitent la France et qui depuis longtemps et qui ne sont pas nés en France, ils ne participent pas au vote des cités et des villes. Ça, c'est indécent. La deuxième chose, c'est le mot les immigrés. Le mot, je le supporte plus, car on l'a remplacé par migrants aujourd'hui. Car j'ai dit à l'entourage de Hollande, vous ne connaissez pas la France, il n'y a qu'une manière de connaître la France. Un des amis d'Hollande que j'hébergeais au Démocratie Douce, au musée, j'ai dit, vous ne connaissez pas la France, mais moi je vous donne une solution très simple. Pour connaître la France, il faut la quitter. Vous allez habiter ailleurs et vous allez commencer à comprendre la France. Et vous allez voir la vision de l'autre sur la France. Et vous reviendrez en France et vous dirigerez mieux la France. Peut-être c'est la chance de Juppé qui est parti au Canada, au Québec, d'être parti. Donc le nomadisme est un mot que je veux qu'on utilise beaucoup plus. Le mot nomadisme et l'émergence. Le nomadisme, les artistes sont des nomades. Et les artistes, tu prends le Royal de Luxe, il n'était pas parti en Amérique latine, après en Afrique, après X, il n'aurait pas fait ce qu'il a fait. Je prends 90% des artistes, des intellectuels et des jeunes aujourd'hui qui sont très nombreux à partir. Si je n'avais pas été, moi, nomade au Maroc, j'aurais pas cette histoire que je te raconte maintenant. Donc, les artistes, il faut d'abord saluer le nomadisme artistique. Et pas simplement les disciplines où quelqu'un dont on fait une immense exposition au Centre Pompidou ou à l'Opéra ou dans les grandes institutions. Non, saluons la mobilité de ces artistes qui sont venus à ce point-là parce qu'ils ont appris des autres, mais montrons leur parcours de nomades et saluons le risque qu'ils ont pris et surtout l'intelligence qu'ils ont eue du nomadisme. Et accueillons bien, dans le même sens, les nomades d'ailleurs. Et cette jeunesse africaine, cette jeunesse marocaine, cette jeunesse chinoise qui est en France, qui font des études, j'en parle à Campus France, qui travaillent bien à Campus France pour mieux accueillir les étudiants, eh bien, ce sont des nomades. Et faisons une république du nomadisme. C'était comme à l'époque de la FA, où le club des villes était un contrepoids, c'était pas un contraire, mais sans ce club des villes, le Quai d'Orsay n'aurait pas évolué comme il a évolué. Ben écoute, je pense que c'est une belle conclusion à notre rencontre. Ça va. Je vous invite à déjeuner. Riche. Merci Jean Digne. Non, c'est moi qui vous remercie. Vous vous rendez compte